En temps de paix, le château fort est le chef-lieu ou l'un des chefs-lieux d'une seigneurie. Il est aussi la résidence du seigneur et le centre administratif de son domaine. Les paysans viennent au château pour payer leurs impôts. Il y a plusieurs formes d'impôts. L'impôt direct, les paysans viennent alors donner une partie de leur récolte et de leur production. Ceux qui ont les moyens payent en numéraire plutôt qu'en nature. Le produit de ces impôts est stocké dans le château. Il y a aussi des impôts indirects. Il s'agit généralement de corvées, travaux gratuits dus aux seigneurs pour entretenir le château ou ses douves. Les seigneurs, souvent à court de moyens, ont aussi créé les banalités. Moulins, fours ou autres services seigneuriaux dont l'usage est obligatoire et payant. Les vassaux du seigneur, paysans ou seigneurs, viennent aussi au château pour régler leurs différends. Car le seigneur rend aussi la justice sur ses terres. On distingue la haute et la basse justice. La haute justice concerne les délits graves. La peine de mort peut y être prononcée. Les seigneurs possédant le droit de vie et de mort sur leurs terres disposent d'un gibet où sont pendus et exposés les condamnés. Le château est aussi la demeure du seigneur. Il partage sa vie quotidienne entre la chambre, la caméra pour la nuit, la grande salle, l'aula pour les repas et l'exercice du pouvoir, et la chapelle, la capella pour les offices. Les seigneuries de moyenne et de grande taille ont souvent plusieurs châteaux. Il y a toujours un château principal, mais le seigneur occupe les autres successivement, ne serait-ce que pour surveiller ce qui s'y passe. La famille du seigneur, ses serviteurs, ses fonctionnaires, ses soldats et ses chevaliers logent également dans le château, mais dans des espaces nettement moins confortables. La garnison et l'administration d'un château comme le Coudray-Salbar ne devaient pas dépasser une dizaine de personnes. Par contre, lorsque le seigneur et sa suite arrivaient, on pouvait atteindre 50 à 100 personnes qui se logeaient comme elles pouvaient dans l'aula convertie en dortoir. Le seigneur ne sort du château que pour chasser, participer à des événements religieux importants dans l'église de sa seigneurie ou encore régler des affaires administratives. Parfois, le seigneur est absent, retenu par les affaires de la guerre ou par les croisades. Dans ce cas, c'est la châtelaine ou l'un de ses fils qui administre le domaine. Mais le seigneur n'est pas toujours en temps de paix dans son meilleur élément. C'est un homme de guerre et en tant que tel, il aime se battre. Les affaires administratives peuvent l'occuper un certain temps, mais l'ardeur des affrontements lui manque rapidement. Pour tromper son ennui, le seigneur a plusieurs possibilités. Il peut tout d'abord s'entraîner au combat avec ses chevaliers et ses soldats. La chasse est également très appréciée, plus pour son côté belliqueux que pour son intérêt culinaire. Les distractions intellectuelles existent aussi, comme le jeu d'échecs, mais les nobles sont moins cultivés que les ecclésiastiques qui représentent l'élite intellectuelle. Les aventures extra-conjugales ne sont pas rares. Elles sont même assez courantes, y compris pour le roi. Les mariages sont en effet rarement des mariages d'amour, mais le fruit d'arrangements politiques. Le seigneur attend surtout de sa femme qu'elle lui donne un successeur légitime, les bâtards étant théoriquement écartés de la succession. Il y a aussi des événements moins courants mais très appréciés. Les ménestrels, conteurs et acrobates vont de château en château et participent ainsi au désenclavement de la seigneurie qui a sinon tendance à se renfermer sur elle-même. Les tournois et les fêtes qui les accompagnent constituent l'apogée des plaisirs seigneuriaux.
c'est une occasion de montrer sa richesse, son talent et de rencontrer de nombreuses personnes aussi utiles qu'agréables.